merci pour l'invitation au Puy-en-Velay, qui va me permettre de vous parler donc d'un voyage que j'ai fait cette année, en septembre, dans le Donbass. La fameuse région là où il y a effectivement une guerre civile lancée en 2014 et une opération militaire spéciale lancée par la Russie pour arrêter la guerre civile. Puisque, en fait, si on rétablit la chronologie des faits, l'enchaînement des causes et des effets, ce n'est pas la Russie qui commence la guerre en 2022. Non, la Russie lance effectivement une opération militaire spéciale en 2022, donc lance une opération militaire, évidemment, mais pour arrêter une guerre civile commencée en 2014 à l'initiative d'un gouvernement issu d'un putsch, d'un coup d'État, lui-même soutenu par l'OTAN et un certain nombre de réseaux mondialistes. Ça, c'est la chronologie historique des faits. Ce n'est pas comme ça que c'est présenté dans les médias. On peut malgré tout, en s'appuyant sur les médias, y compris sur les médias de masse, rétablir la chronologie des faits, la chronologie exacte. C'est-à-dire que les médias de masse occidentaux, même les plus menteurs, sont parfois malgré tout obligés d'héberger en eux, en quelque sorte, des éléments de réalité, des éléments de vérité, pour diverses raisons. Premièrement déjà parce que tout simplement il y a le retour du réel, à intervalles réguliers. Et deuxièmement, ça peut être aussi une stratégie de communication. On ne peut pas mentir tout le temps parce que sinon on n'est plus crédible. Donc de temps en temps, on dit un bout de vérité. C'est ce que les techniciens du mensonge, les techniciens du renseignement appellent de la propagande grise. C'est-à-dire un mélange d'informations vraies et fausses pour mieux faire passer les informations fausses. Dans les milieux là, des services de renseignement ou de l'intelligence économique, ils distinguent la propagande blanche, la propagande noire et la propagande grise. La propagande blanche, c'est la propagande au sens littéral du terme, c'est la propagation d'informations blanche parce qu'elle dit la vérité. La propagande noire, c'est la désinformation pure et dure, en quelque sorte. C'est par exemple dire que la Russie essaye d'envahir l'Ukraine depuis 2022. Ça, c'est la propagande noire. Ça ne correspond pas à la réalité. Et puis la propagande grise, ça consiste à mélanger la vérité et le mensonge, mais en général, c'est plutôt pour faire passer les mensonges. Il y a quand même un dosage, on pourrait dire c'est 60% de mensonges et 40% de vérité. Mais justement, quand on fait un travail pour rétablir la vérité, il faut savoir attraper au passage les éléments de vérité véhiculés dans cette propagande grise. Alors c'est ce que j'ai fait dans mon livre sur le sujet, que j'ai commencé à écrire en 2014, Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, dans lequel justement j'ai utilisé des sources issues de médias de masse occidentaux, pour l'essentiel. C'est-à-dire Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, le Figaro, France TV, France Inter, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une question de crédibilité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez être justement crédible auprès de l'opinion publique et même des médias de masse, rien de tel que de citer les médias de masse. C'est pour ça que j'ai aucune attaque sur ce livre, en fait, parce que c'est impossible. Personne ne peut dire le contraire, il suffit de regarder les sources. Donc j'utilise des sources occidentales conventionnelles, françaises, américaines, britanniques, de toutes sortes, et aussi des sources ukrainiennes, mais des sources ukrainiennes anti-russes. Parce que là aussi, sur le plan de l'argumentation, c'est échec et mat. Quand vous utilisez les sources finalement de l'ennemi en quelque sorte pour attester de ce que vous dites, en quelque sorte vous lui coupez l'herbe sous les pieds.
Et puis des sources russes officielles, hein, des médias qui en fait, comme Russia Today, enfin Rossiya Sevodnia ou Sputnik ou d'autres, ou avant c'était RIA Novosti aussi, bon qui est un peu disparu, enfin qui existe toujours en fait, mais en Russie, hein, mais je crois qu'ils ont carrément abandonné leur site francophone. Sputnik, vous connaissez l'histoire, ça a été interdit carrément par l'OTAN. Et Russia Today aussi. Par contre, donc on peut encore accéder à Russia Today, Rossiya Sevonia, enfin Russia Today en anglais, mais site français, avec certaines adresses URL. Voilà. Alors justement en septembre, c'était avec un média, j'ai fait un voyage, un press tour, une tournée de presse, organisée par un média russe qui s'appelle Vashi Novosti, que vous connaissez peut-être. Bon, il n'est pas très connu en France, mais qui s'appelle, enfin en français ça veut dire Vos Nouvelles. Et donc on était une dizaine, hein, donc il y avait 3 francophones, il y avait Claude Janvier avec moi et Alexandre Pénas, donc, qui dirige le média belge Kéros. Et d'ailleurs je vous montre, là il vient de sortir un numéro. Et, donc son dernier numéro, vous pouvez vous le procurer, je pense, soit en le commandant, à Bruxelles, ou je sais pas exactement où il est diffusé en France. Enfin bon, voilà. Et donc il a fait un encart de 32 pages sur le voyage justement auquel nous avons participé. Et vous pourrez le regarder à la fin de ma prise de parole. Et donc il y a déjà des photos, mais alors Alexandre est en train de préparer un documentaire aussi, qui sera diffusé, je ne sais pas encore où, mais voilà, bon, parce qu'il a évidemment fait tout un stock d'images. C'était entre le 8 et le 22 septembre, et voyage le 8, on arrive, on y repart. Alors, en fait, bon, comme il fallait rassembler des gens de plusieurs pays, hein, donc il y avait 2 Américains, enfin, dont une qui venait du Bangladesh, hein, parce qu'elle travaille au Bangladesh, mais bon, elle est de nationalité américaine, Cynthia McKinney, que vous connaissez peut-être. Il y avait 2 Américains, un Tchèque et un Slovaque, donc des anciens ministres, enfin un ancien Premier ministre de Slovaquie, et un député, si je me souviens bien, de République tchèque. Les 3 francophones que je vous ai cités, 2 Turcs, qui animent donc des médias sur YouTube ou des médias de masse turcs, et un Brésilien, Rafael Machado, que vous connaissez peut-être aussi de nom en fait, qui est dans tous les réseaux eurasistes, qui écrit aussi beaucoup pour Strategic Culture Foundation. Donc voilà, on s'est retrouvés déjà tous évidemment à Moscou, dans un premier temps. Ensuite, transfert donc à Donetsk, en car. Donc là, on s'est retrouvé dans un hôtel du centre-ville. Et là, on voit effectivement ce que c'est que. Alors, on pourrait dire les ravages de la guerre. Alors, il y a de nombreux bâtiments qui sont encore impactés, enfin, tout n'a pas été entièrement reconstruit. Donc, il y a des traces d'impact d'obus, pour l'essentiel. Mais surtout, ce qui fait bizarre, c'est que quand vous arrivez à l'hôtel, vous avez une affiche dans le hall d'entrée, dans le hall d'accueil, qui vous indique où est l'abri antimissile. Voilà, là, tout de suite, on comprend qu'on n'est pas tout à fait dans des conditions normales. Ensuite, à 23h, il n'y a plus d'eau, parce qu'il faut rationner, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en eau. Donc vous avez des citernes dans la rue, pour les citoyens, pour les gens. Et puis, alors dans les hôtels, alors là, évidemment, on était dans un hôtel, je sais pas, 3 ou 4 étoiles, donc ça fonctionne encore. Surtout que là, en fait, depuis justement l'opération militaire russe, Donetsk n'est plus à 20 km du front, quoi. N'est plus directement exposé au bombardement. Et donc, voilà, la vie reprend ses droits. Mais malgré tout, effectivement, on a de l'eau, donc on a de l'eau en journée,
mais à partir de 23 heures à peu près, bon, la direction estime que les gens sont en train de dormir et donc ils arrêtent. Donc si vous pouvez pas prendre de douche après 23 heures et ensuite si vous allez faire pipi en pleine nuit, vous avez donc la réserve qui a été accumulée, hein, mais après il faut attendre 5 heures, 6 heures du matin pour que l'eau revienne, hein, dans le réservoir de la chasse d'eau. Donc vous avez droit en fait à tirer la chasse d'eau une fois la nuit et pas plus. De toute façon il n'y a pas d'eau qui vient, donc voilà. Et puis donc ils avaient, bon voilà, donc c'est un mode de vie, hein, voilà, un peu survivaliste, hein, en quelque sorte. Mais bon, encore une fois, beaucoup moins, je pense, aujourd'hui, hein, en 2025, que pendant des années entre 2014 et 2022. Et donc on a visité, donc alors on a eu un rendez-vous aussi à l'université de Donetsk, donc avec donc le directeur de l'université qui nous a accueillis, et puis bon, une conférence, enfin un meeting, hein, avec la délégation internationale, et puis une cinquantaine de personnes, étudiants, profs, hein, qui venaient nous voir un peu comme des bêtes curieuses, quoi. Bon, qui venaient voir les Occidentaux, qui viennent les voir eux-mêmes. Alors ils nous ont montré aussi l'abri antimissile de l'université, donc, avec des bidons, des bouteilles d'eau, etc. Et puis comment dire, en fait, voilà, on a l'impression d'être, enfin, c'est juste un souterrain, quoi. En fait, en gros, c'est les souterrains, en fait, hein, c'est-à-dire les étages sous terre, enfin, de l'hôtel et de l'université qui sont simplement aménagés, hein, pour pouvoir être occupés pendant plusieurs heures, si besoin. Donc on a visité Donetsk, hein, enfin on logeait à Donetsk, et puis nous avons aussi visité, nous avons passé une demi-journée à Gorlovka, hein, donc bon, alors là il y avait encore, là aussi comme partout en fait, hein, des traces, hein, des bombardements. Qui ont changé de nature, puisque, bon, par exemple, alors en juin 2025, il y a quand même eu encore, par exemple, un HIMARS, hein, donc qui est tombé, hein, en fait, en plein centre-ville, hein, et qui, donc, bon, bah, a fait des morts et des destructions. Alors, comment dire, la nature des bombardements a changé, c'est-à-dire que ce ne sont plus, hein, les lance-roquettes de type Katyusha, hein, vous savez, là, les grades, hein, donc ou les orbes de Staline, hein, c'est-à-dire enfin, les lance-roquettes là qui partent, enfin, vous savez, les tubes placés les uns à côté des autres, mais ça part en série comme ça. Donc, bon, ça c'était au début de la guerre, donc entre 2014 et 2015, parce que, en fait, pour les Ukrainiens et l'OTAN, c'était nos limites, hein. Ils se disaient, bon, allez, on se fait plaisir, il n'y a personne qui nous dit d'arrêter, donc on y va, hein, on va essayer d'exterminer physiquement, hein, les russophones, hein, puisque dans la doctrine, hein, du pouvoir en 2014-2015, les Russes, hein, donc les Slaves, en fait, sont d'une race inférieure. Hein, alors ça, je rapporte... Justement, je me suis passionné en fait pour justement en fait la doctrine des nazis ukrainiens, hein, en fait qui est relativement conforme à à celle du Troisième Reich. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une hiérarchie des races. Et donc les Slaves, les Juifs, etc. Bon, font partie des races inférieures. Par contre, les Ukrainiens ne sont pas des Slaves. Enfin, contrairement à ce que pensaient les Allemands, évidemment, des années 30, comment dire ça, les pan-germanistes, hein, folkish, des années 30, estimaient que les Ukrainiens, évidemment, étaient des Slaves. Mais là, il y a une légère dissonance cognitive chez ces fameux nazis ukrainiens, puisque de fait, ils sont slaves, mais donc dans leur doctrine réaménagée, en quelque sorte, hein, comment dire, sous l'influence d'un intellectuel ukrainien d'ailleurs intéressant, hein, qui s'appelle Dmitro Donsov. Alors voilà, encore un peu d'autopromotion. Donc je rapporte tout ça donc dans ce livre.
le suprémacisme blanc, parce que après celui sur la guerre hybride, donc je me suis pris de passion pour le sujet justement des nationalistes ukrainiens, et puis bon, j'ai prolongé un petit peu sur les régimes politiques qui se sont revendiqués du suprémacisme blanc. Essentiellement donc la Confédération sudiste, l'apartheid en Afrique du Sud, le Troisième Reich et donc les nationalistes ukrainiens. Et donc je suis tombé sur donc un penseur de valeur en plus, qui est vraiment intéressant, du nom de Dmytro Donsov, qui est vraiment le père fondateur du nationalisme ukrainien et qui écrivait, voilà, en gros, les Ukrainiens ne sont pas des Russes, et nous sommes des vrais Occidentaux, nous sommes des Européens, et nous devons faire alliance avec les Occidentaux contre la Russie. Voilà, donc voilà. Ensuite, bon, comment gérer l'identité slave dans ce contexte-là. C'est en fait, ce n'est pas justement géré, donc ça crée une dissonance cognitive, c'est-à-dire en fait une tension psychique permanente qui pousse en fait les gens qui y croient à la surenchère permanente dans l'affirmation identitaire, d'où les problèmes psychologiques qu'on rencontre dans ces milieux-là. Qui sont en permanence en train finalement de gérer cette schizophrénie, cette contradiction interne permanente. J'en ai rencontré sur Paris, enfin des sympathisants du régiment Azov, voilà, à une époque, c'était assez facile à trouver sur Paris parce qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner, donc notamment en 2014-2015. Bon, et puis même jusque récemment, enfin jusqu'en 2022. Ils se disaient, de toute façon, on a tout le système occidental avec nous, ils le savent. Donc tout ça, c'est un jeu de dupes, dont personne n'est dupe en réalité, parce qu'ils passent, je dirais, les sympathisants français des nazis ukrainiens que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai échangé sur la place de Paris, passent leur temps en fait à tenir un double discours, et puis bon, et les Ukrainiens eux-mêmes aussi de toute façon en fait, c'est toujours ce discours, c'est voilà, on est seul contre tous, notamment contre l'ogre russe, mais en même temps tout le monde sait très bien dans ces milieux-là que ils ont tout le système capitaliste occidental avec eux. Tout en se présentant comme des révolutionnaires et nationaux socialistes ou socialistes nationales. Toutes les combinaisons sont possibles, puisque si vous ne le saviez pas, le parti Svoboda, en fait, qui fait partie des grandes organisations néo-nazies ukrainiennes, était en fait, Svoboda c'est son deuxième nom, Svoboda ça veut dire liberté, mais le premier nom de ce parti c'était le Parti Socialiste National. Avec donc un clin d'œil appuyé évidemment et des références théoriques évidentes au NSDAP. Mais bon voilà, comme ils ne sont pas allemands, donc ils s'inventent aussi donc une origine germanique, avec notamment les Vikings à pied, les Varegs, qui en fait seraient descendus jusque chez eux, ce qui n'est pas totalement faux. Oui, de fait, il y a des Vikings, des Scandinaves en fait, qui sont descendus donc de la Baltique jusqu'en Ukraine. Mais bon, de là maintenant à dire que les Ukrainiens sont plus des Germains, ou des Germaniques, des Nordiques que des Slaves, bon, il y a un fossé qu'on ne peut pas franchir comme ça. Mais enfin, vous voyez, bon, en fait, si vous voulez, la doctrine identitaire du nationalisme ukrainien multiplie les contradictions, et les dernières en date, c'est tout simplement de travailler main dans la main avec un certain Zelensky, et encore avant avec un certain Soros, qui sont de confession juive. Là, bon, quand on lit ce que Andriy Beletsky, fondateur du régiment Azov, écrivait à une époque, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en réalité, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Là, de toute évidence, bon, voilà, on a affaire à des contradictions. Alors après on va dire oui, en fait c'est la réconciliation, et de fait c'est une réconciliation entre finalement ennemis héréditaires, c'est-à-dire suprémacistes blancs et suprémacistes juifs, sur le dos de la Russie. Puisque c'est vraiment ça qui se passe en Ukraine. On a affaire à une espèce d'alliance des suprémacismes,
dont le point commun finalement est une psychologie transgressive. En fait, c'est à force de bosser, en fait, d'essayer de définir quel est comment arrive-t-il, comment le régiment Azov arrive finalement à travailler avec Zelensky et tous les oligarques juifs ukrainiens. Bon, c'est parce qu'ils, en fait, ils ont un ennemi commun. Bon, ça, c'est le principe de Carl Schmitt. Et ça, pour le coup, c'est un principe d'ingénierie sociale. Comment créer du lien social, comment créer de la convergence entre des ennemis, en leur désignant un ennemi prioritaire qui va justement créer de la confiance en fait entre, en l'occurrence là, entre juifs et nazis. D'un moment, on se rend compte aussi que en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une psychologie commune, c'est-à-dire en fait une psychologie en fait suprémaciste. Quand on dit ça, c'est pas suffisamment clair, mais en fait qui se révèle mieux avec cette notion de transgression. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne reconnaissent aucune frontière, par exemple. Donc, de la même façon qu'on parlait de pangermanisme, pour parler d'un projet, comment dire, finalement, d'annulation des frontières nationales, pour réunir tous les Allemands, tous les Germains, tous les Germaniques dans un même ensemble, dans un même, comment dire ça, dans une même, un même ensemble territorial, la doctrine du Lebensraum, dans l'espace vital. Donc là, on voit en fait, comment dire, un principe aussi de transgression territoriale permanente chez les oligarques, quelle que soit leur religion finalement, puisqu'ils sont mondialistes. Donc en fait, leur terrain de jeu, finalement, leur territoire, c'est le monde entier. Donc là, bon, les frontières nationales sont transgressées, et les nazis ukrainiens sont également dans la transgression territoriale. Ça se révèle notamment à travers déjà leur production intellectuelle. Ils reprennent justement cette notion, l'idée que les Blancs doivent dominer la planète, et donc doivent envahir la Russie, puisque les Russes ne sont pas des Blancs dans cette vision du monde. C'est ce que Andrei Bielski écrivait, c'est-à-dire la mission de l'Ukraine, c'est de guider la race blanche pour lutter contre les Asiatiques, non, les Untermenschen, enfin les sous-hommes dirigés par les Sémites. Donc ça, c'était un article qu'il avait publié quand il animait Patriote d'Ukraine, donc avant de créer le régiment Azov. Et puis sinon, on trouve aussi, donc, après le coup d'État de 2014, dans le manifeste du régiment Azov, cette fois, donc là en 2014, ce type d'idée aussi, notamment quand ils écrivent que leur projet, en fait, ils résument leur projet, c'est aujourd'hui l'Ukraine, demain la Russie et toute l'Europe. Donc, Sevodnia Ukraina, Zavtra, Evropa, Ivsia, non, Zavtra Russia, Ivsia Evropa. Donc là, le projet expansionniste est avoué. Dans ce slogan du régiment Azov en 2014. Aujourd'hui, évidemment, il n'en parle plus parce que forcément, ça révèle le projet. Ça révèle justement le projet d'invasion de la Russie. Et donc, là, en termes d'ingénierie sociale, c'est mauvais. Parce que, vous savez, nous, à notre époque, là, en fait, il faut savoir manipuler le triangle Karpman. Donc, en fait, c'est un psychologue du nom de Stephen Karpman qui a montré que souvent nos interactions sociales peuvent se modéliser selon 3 places à occuper. Des places archétypales au niveau de l'inconscient collectif. Donc, il y a le sauveur, la victime et le bourreau. Au niveau de l'inconscient collectif, surtout quand on est dans des relations conflictuelles, ça va, en gros, les choses vont se dramatiser de cette façon-là. 3 places seront occupées. Alors, il y a un triangle Karpman réel, puisqu'il y a de fait des vraies victimes, des vrais sauveurs et des vrais bourreaux, mais il y a aussi un niveau fantasmatique du triangle Karpman. Et donc, au niveau fantasmatique, par exemple, dans les médias de masse occidentaux, l'Ukraine doit impérativement occuper la place de la victime. La Russie doit occuper la place du bourreau,
et l'OTAN doit occuper la place du sauveur. Donc vous voyez, et ça ne correspond pas au triangle de Karpman réel, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant taire et dissimuler le plus possible le projet expansionniste des nazis ukrainiens et de l'OTAN. Parce que aujourd'hui, à notre époque, des droits de l'homme, etc., l'expansion territoriale est considérée comme illégitime et donc rattachée à la place du bourreau dans ce triangle de Karpman. Et donc la mauvaise place, la place en fait du salaud. Alors c'est aussi une mutation une mutation culturelle anthropologique parce que pendant des siècles, en fait, la violence était parfaitement assumée et en fait le bourreau, en fait, c'était le sauveur très souvent. Enfin, dans les sociétés traditionnelles, il n'y a aucun scrupule à envahir le voisin. C'est en fait les scrupules à envahir le voisin et la connotation négative de l'expansionnisme territorial, ça vient avec les traités de Westphalie en Europe. C'est vrai que c'était justifié aussi. Enfin, je veux dire, bon, c'était après les guerres de religion, etc. Et puis après que les royaumes chrétiens se soient entretués pendant des siècles, un jour ils se sont dit bon, allez, on va peut-être essayer de se calmer. En fait, ça n'a pas marché puisque le XXe siècle, c'est encore des Européens qui s'entretuent, et avec une extension en plus là internationale, enfin jusqu'au Japon pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, enfin, voilà, donc il y a eu une réflexion au fil des siècles, donc le pacifisme finalement monte en puissance, et aujourd'hui nous sommes héritiers donc de la Déclaration des droits de l'homme, de l'ONU, etc. La Société des Nations avant l'ONU, en 1918. Donc bon, le pacifisme est aujourd'hui profondément enraciné dans nos consciences. Pour le meilleur et pour le pire. Je dirais pour le meilleur parce que bon, la guerre n'est pas forcément toujours légitime ou justifiée, puisque là, on voit bien là, donc Emmanuel Macron et le général Fabien Mandon veulent nous engager dans une guerre contre la Russie, où il faudra envoyer nos enfants. Là, pour le coup, il faut être pacifiste, c'est évident. Voilà. Mais bon, dans certains cas, le pacifisme, c'est une forme de castration aussi je dirais de l'énergie vitale, en quelque sorte. Là, je m'engage sur une pente glissante, parce que bon, tout de suite, là, on va arriver sur, effectivement, la pensée de Friedrich Nietzsche, par exemple, en fait, la volonté de puissance, etc., etc., et qui forme, qui a été récupéré par le NSDAP, enfin par le pangermanisme, mais qui correspond aussi en fait à une réalité, c'est-à-dire que la volonté de puissance avec ses excès, évidemment possibles, expansionnistes, transgressifs, etc., eh bien, ça fait partie de notre génétique. On ne peut pas non plus renier ou nier en fait cette agressivité fondamentale et fondatrice du comportement animal, tout simplement. Et sans cela, en fait, alors ça c'est ce que je montre aussi là dans mon dernier livre. Comprendre l'ingénierie sociale, c'est que le mouvement de l'ingénierie sociale a beaucoup fécondé le courant de pensée utopiste. Et le courant de pensée utopiste qui se structure essentiellement au XIXe siècle est un pacifisme. Le projet des utopistes, au XIXe siècle, le projet avoué, c'est d'en finir avec la violence et les problèmes en général. Et donc d'organiser la société de façon parfaitement scientifique, rationnelle. En fait, ce courant de pensée prend ses racines chez Platon, dans la République. En fait, il met en scène une société idéale, Platon met en scène une société idéale dans deux textes, dans la République et dans le Critias avec le mythe de l'Atlantide. L'Atlantide étant une société parfaitement harmonieuse. Tout ça, c'est pas illégitime. Personne n'a envie de souffrir, surtout en fait en étant pour rien quoi en fait. Je veux dire comme ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et dans le Donbass.
personne n'a envie de se battre contre, comment dire, des gens, enfin, comme contre des frères ou contre des gens avec lesquels on n'a pas de raison de raison réelle de se battre. Mais parfois, il y a des raisons réelles de se battre. Et c'est là qu'il faut faire appel à cette volonté de puissance, en fait, à cette agressivité, hein, et en fait, à cette vitalité. Hein, ça, c'est tout l'héritage, hein, intellectuel de Nietzsche, hein, c'est que l'agressivité, hein, fait partie de la vitalité, hein, du règne animal. Et on ne peut pas se contenter, hein, d'essayer de la bannir ou de la castrer ou de la contrôler ou de la stériliser. Ça fait partie de la vie. Bref, bon, donc, mais alors justement, alors ça, justement ces idées-là ont fertilisé tout le courant néo-païen, hein, qu'on trouve notamment en Ukraine. C'est pour ça que, par exemple, les nazis ukrainiens en fait se subdivisent, hein, en trois grandes catégories. Hein, il y a en fait ceux qui se revendiquent du christianisme, hein, donc c'est Svoboda notamment dans l'ouest du pays. Hein, leur bastion c'est la Galicie ukrainienne, parce que bon la Galicie, hein, enfin c'est un peu comme le Pays Basque. Hein, il y a une Galicie polonaise et une Galicie ukrainienne en fait. C'est le nom d'une région qui est à cheval sur deux pays. Comme on a le Pays Basque espagnol et le Pays Basque français par exemple. Hein. Voilà. Et donc alors, donc comment dire, les nationalistes ukrainiens donc se subdivisent entre trois grandes tendances, on pourrait dire identitaires. Hein. Donc il y a ceux qui se disent chrétiens uniates. Hein, donc l'unianisme, ou l'uniatisme, je ne sais plus comment on dit exactement, en fait c'est une subdivision du catholicisme, puisqu'ils reconnaissent l'autorité du pape, mais ils appliquent le culte, la liturgie orthodoxe. C'est très rigolo à voir. Moi, je suis entré dans une église uniate en Pologne, donc en Galicie polonaise, hein, où la variante uniate du catholicisme existe. En fait, quand vous rentrez, en fait, c'est un mélange, en fait, hein, d'église orthodoxe et d'église catholique. Vous avez l'autel exactement comme dans une église catholique, hein, mais vous avez les icônes partout. Enfin, c'est marrant, c'est vraiment une composition hybride en fait. Hein, voilà. Ensuite, vous avez donc les néo-païens du régiment Azov, donc qui eux, effectivement, donc sont dans en fait, qui flirtent avec le satanisme et le luciférianisme. Hein, donc je rapporte notamment là, dans l'autre livre là, sur le suprémacisme blanc, par exemple les conférences qu'ils organisaient, hein, autour du black metal par exemple, hein, comme étant un courant musical de type sataniste, et c'est très bien comme ça. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Ils se revendiquent donc anti-chrétiens, hein, parce que le christianisme, dans la logique nietzschéenne, est une castration justement en fait, hein, une domestication, hein, de l'animal en nous, hein, donc et c'est pas bien. Enfin voilà, il faut en sortir. Hein, enfin faut en finir avec ce pacifisme judéo-chrétien, hein, parce que ils sont anti-chrétiens aussi par anti-judaïsme. Hein, c'est le procès que les néo-païens font au christianisme. En fait, c'est une branche du judaïsme, et en fait, premièrement, c'est une religion du désert. Ça n'a rien à voir avec notre géographie, avec notre environnement naturel européen. Hein, en gros, c'est une religion étrangère. Et en fait, et le procès d'inspiration nietzschéenne qu'on peut rajouter en plus, c'est que de toute façon, en fait, le christianisme, c'est la religion des faibles, en gros, et qui en fait culpabilise l'usage de la force, par exemple. Hein, les premiers seront les derniers, etc. Enfin bon, vous connaissez. Enfin, moi, j'en ai bouffé pendant toute mon éducation catholique au catéchisme, plus deux communions, plus collège privé, plus les scouts de France. Bon, et en fait, bon, je dois avoir quelque chose de profondément néo-païen en moi, parce que je me suis toujours dit, bah oui, mais tout ça c'est très bien. Mais bon, ça, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de la violence ?
Hein, en fait, si vous voulez, le caractère structurel de la violence dans le règne animal, premièrement, mais aussi, je dirais, enfin, comme étant en fait une force cosmique, en fait, hein, littéralement. En fait, bon, m'a toujours paru évident. Hein, voilà, et moi, je suis quand même plus, j'appartiens plutôt à cette tradition philosophique hein, qui remonte à Héraclite. Hein, le combat est père de toute chose. Je fonctionne plus comme ça. Hein, donc c'est-à-dire avec une vision dialectique, hein, donc une vision du monde en termes d'affrontement hein, et de contradiction, plutôt que que le fonctionnement métaphysique, on pourrait dire, hein, au sens platonicien ou monothéiste hein, du terme, avec donc en fait possibilité hein, d'en finir avec la contradiction, hein, puisque à la fin des temps, dans le monothéisme, on en termine avec la contradiction, hein, puisque Dieu gagne à la fin des temps. Hein, mais après, il y a tout le mouvement de l'histoire. Mais à la fin des temps, on doit pouvoir. Bon, je n'y crois pas. Voilà, enfin, c'est pas ma vision des choses. Bref, mais donc c'est voilà. Alors, le régiment Azov se revendique, hein, en fait, effectivement, de cette conflictualité généralisée. Hein, donc anti-chrétienne, anti-juive, anti-monothéiste en fait, hein, de ce point de vue-là. Donc d'où en fait leur intérêt, hein, enfin, notamment pour l'arianisme luciférien. Hein, enfin, vous connaissez peut-être cet auteur là, Otto Rahn, hein, qui en fait qui était SS, enfin qui a appartenu à la SS et qui a écrit 2 livres en fait dans sa vie. Il est mort assez jeune, et notamment bon sur en fait, il appartenait à tout ce courant un peu occultiste hein, de la SS. Et bon, voilà, il y a des choses enfin, si on comprend pas ça, en fait, si on comprend pas hein, toute cette dimension-là, en fait, hein, dans les milieux, on pourrait dire de droite, hein, je dirais anticommuniste en période de guerre froide, on comprend pas en fait, hein, la complexité de la situation. Hein, c'est-à-dire que tout ça, c'est à la base de ce qu'on a appelé ensuite les réseaux gladiaux et donc en fait hein, les services d'action clandestine de l'OTAN. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, à l'origine, en fait, le noyau intellectuel de l'OTAN, fondamentalement, en fait, c'est la transgression. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire en fait, bon, en gros, l'absence de principe. Hein, c'est l'opportunisme intégral. Et donc, d'où la capacité hein, d'utiliser à peu près finalement tous les logiciels culturels pour les radicaliser quand on en a besoin. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en fait hein, avec un truc, mais qui peut paraître aberrant et qui est surtout apparemment incompréhensible pour beaucoup de gens, c'est que l'OTAN, qui est le bras armé aujourd'hui du lobby LGBT, est parfaitement capable de travailler main dans la main hein, avec des pangermanistes, enfin des néo-nazis, mais aussi avec des djihadistes, hein, et en fait avec, en gros, tous les gens qui ont envie de se battre. Hein, parce que en fait, quand vous voulez faire la guerre, il faut déjà recruter un maximum de gens ayant envie de se battre. Donc vous allez les recruter dans tous les milieux expansionnistes hein, et donc transgressifs hein, au sens territorial du terme. Mais faire la guerre, c'est toujours une transgression hein, de toute façon. Hein. Donc il faut être animé par ce plaisir, hein, ce plaisir de faire du mal, et sans lequel, en fait, la guerre n'est pas possible. Il faut une jouissance hein, à faire, à envisager hein, de tuer autrui. Hein, et là, on descend hein, dans la psychologie des profondeurs hein, et dans tout ce qui est, dans tout cet univers hein, effectivement un peu angoissant, hein, dans lequel on va côtoyer la folie et les pulsions de mort. Mais voilà, ça c'est enfin, il faut faire ce cheminement intellectuel hein, pour vraiment comprendre la situation actuelle et pour comprendre en fait pourquoi on va avoir du mal à en sortir. Parce que là on a véritablement un bloc justement animé par des pulsions de mort très puissantes hein, et qui en fait aujourd'hui se dit non, il est hors de question qu'on s'arrête en si bon chemin en Ukraine. L'OTAN prend le contrôle de l'Ukraine en 2014. Là, vous avez entendu parler récemment là, du plan de paix de Trump. Alors Trump qui vient pas du tout de ce milieu-là. Là. Par contre, lui, c'est vraiment les conservateurs, protestants sionistes. Hein, mais
mais comment dire ça, sionistes, mais conservateurs. Donc bon, effectivement, hein, ils peuvent effectivement réaliser une épuration ethnique à Gaza, ça c'est pas leur problème. En revanche, ils sont pas prêts à basculer dans la Troisième Guerre mondiale à cause de l'Ukraine. Enfin, ce sont des choix, hein, des priorités, etc. Donc, effectivement, bon, malheureusement pour eux, les Gazaouis ne représentent rien sur le plan diplomatique et international. Donc, voilà, bon, donc Washington se fout littéralement de ce qui se passe à Gaza et donne carte blanche, hein, et feu vert à Netanyahou pour faire ce qu'ils veulent. Enfin, pour que les suprémacistes juifs à la tête d'Israël fassent absolument ce qu'ils veulent avec les Palestiniens. Parce que les Palestiniens n'existent pas, littéralement, sur le plan diplomatique. Donc c'est pas dangereux. En revanche, la Russie, c'est autre chose. C'est quand même. Donc là, bon. Et comme les conservateurs américains autour de Trump sont pragmatiques avant toute chose, bon, là, ils vont pas. On voit bien qu'ils rechignent à aller au conflit. D'où ce plan de paix, mais plan de paix refusé par le régime de Bruxelles. Hein, si vous avez suivi, hein, les dernières actualités. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit une autonomisation, hein, du régime de Bruxelles par rapport aux Américains. C'était déjà visible en 2016. Hein, certes, l'Union européenne et l'OTAN sont des émanations de l'État profond américain, mais ils se sont aujourd'hui quasiment autonomisés, enfin, par rapport à cet État profond américain, qui lui-même de toute façon est subdivisé entre conservateurs sionistes, enfin protestants sionistes, hein, et les wokistes en fait. Enfin, en gros, c'est la grande division entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Et le Parti démocrate, en fait, lui, effectivement, beaucoup plus proche du régime de Bruxelles. Le régime de Bruxelles, UE plus OTAN, étant totalement wokiste. Alors ils sont obligés effectivement de mettre un bémol, hein, là-dessus, parce que sinon ils risquent de perdre tout simplement les financements américains. Et c'est pour ça que effectivement récemment là il y a eu des communiqués des communiqués de l'OTAN pour dire bon allez on arrête un peu avec les soldats LGBT, enfin cette espèce de folie là, enfin on a eu ça pendant des années. Non mais donc là ils ont mis un bémol là-dessus parce que tout simplement en fait l'OTAN aujourd'hui a peur qu'il lui arrive la même chose qu'à l'OMS, hein, c'est que les États-Unis se retirent. Et là c'est terminé, enfin ou c'est terminé, c'est pas terminé, mais je veux dire bon ils vont commencer à ramer un peu. Là, l'OMS, je ne sais pas si vous avez suivi, mais a été obligé de licencier des centaines, hein, d'employés, de fonctionnaires, tout simplement parce que les États-Unis se retirent de l'OMS. Hein. L'OTAN a très peur de la même chose. Donc voilà, ils essayent de flatter un peu le parrain financier américain pour qu'il reste là. Mais bon, on voit bien les contradictions aujourd'hui, hein, entre Bruxelles, et Washington. Ils ne sont plus sur la même ligne. Ils reviendront sur la même ligne si le Parti démocrate aux États-Unis revient au pouvoir. Là, il y aura réunification, oui. Il y aura à nouveau unité, hein, comme quand il y avait Joe Biden, qui était sur la même ligne que Ursula et l'OTAN. Voilà. Alors donc, ah oui, et puis donc moi, pour brosser rapidement un tableau du nationalisme ukrainien. Donc oui, je parlais donc des trois grandes tendances sur le plan doctrinaire et identitaire. Donc vous avez Svoboda qui se revendique donc du christianisme uniate, le régiment Azov qui lui se dit néo-païen, avec les prolongements occultistes, hein, que ça peut avoir. Et puis vous aviez à une époque Pravi Sector, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, je pense que ça existe encore parce qu'ils ont les moyens d'exister. Alors Pravi Sector se décrivait comme judéo-bandériste, autant dire judéo-nazi. Enfin voilà, bandériste ça vient de Stepan Bandera, qui est la grande figure historique, hein, du nationalisme ukrainien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en fait parce que parce que bon, il y a une population juive en Ukraine et en fait qui a tout simplement s'est aggloméré à Pravi Sector en fait parce que logiquement il n'y avait pas de raison d'aller à Svoboda parce que c'est plutôt des chrétiens et ils ne se sentent pas non plus néo-païens, hein, voilà, donc ils se sont donc les juifs anti-russes en Ukraine
et qui avaient envie de se battre contre la Russie, hein, etc., se sont retrouvés mécaniquement plutôt à Pravi Sector, hein, avec, bon, évidemment, des jeunes non juifs, enfin avec mais bon, les cadres, en gros, en fait, se sont retrouvés là, et notamment leur sponsor, là, Igor Kolomoïski, hein, qui est donc un parrain de la communauté juive ukrainienne. Bref, donc voilà, bon là c'était. Et puis alors il y a une multitude, hein, de bataillons, hein, et puis de petites. De DUK, DUK, en fait c'est les bataillons de volontaires, c'est un acronyme. Mais là, en fait, là, les trois grosses organisations là, dont je vous parlais, en fait, ce sont celles qui existent politiquement, qui sont connues du grand public, et qui pensaient faire une liste commune, hein, aux élections présidentielles en 2019. Enfin, c'est pas qu'ils pensaient, je crois qu'ils l'ont fait, hein. Mais en tout cas, bon, aux élections, hein, gagnées par Zelensky en 2019, hein, donc bon, il y avait plusieurs candidats, hein, dont Zelensky. Il y avait la fameuse Yulia Tymoshenko, hein, vous vous souvenez, la blonde avec sa tresse, hein, et puis bon, encore d'autres, hein, et donc les nationalistes avaient créé une liste commune, en unissant leurs forces, hein, donc c'était ces trois organisations-là qui ont fait une liste commune. Bon, je vais revenir au voyage là en septembre, et puis après, je sais pas, on pourra faire les questions-réponses, hein, si vous voulez. Voilà, donc, alors bon, on a eu, ouais, 18 heures à peu près de voyage en fait, entre Moscou et Donetsk. Ça permet de découvrir la Russie, en fait, ce qui est vraiment un pays de routier, en fait, hein, parce qu'on faisait des pauses régulièrement, évidemment, hein, dans les stations-service, et c'est vrai que c'est bon, des distances ahurissantes, hein, pour nous autres Européens, parce que quand on roule pendant 18 heures, hein, quand on franchit 1000 km d'une traite, en Europe, on a déjà traversé 3 pays, en fait. Bon, voire 4, hein, bon, ça dépend où on va, dans quelle direction, mais bon. Alors que là, non, voilà, on est toujours dans le même pays. On peut rouler comme ça pendant des jours et des jours sans sortir du même pays. C'est ce qui frappe un peu, hein, l'imagination. Et puis alors les camions. Alors c'est comme aux États-Unis, hein, enfin vous avez des routes remplies de camions. Hein, et puis voilà, donc alors on est resté 3 jours donc dans le Donbass, hein, et puis après on est remonté sur Moscou. Et donc oui, voilà, je parle de Gorlovka, on a visité Mariupol aussi, et puis et on a rendu visite aussi à des unités en fait, hein, de soldats qui s'entraînaient. Il y avait un groupe, enfin une unité, c'était le bataillon Pushkari, et puis le bataillon Maxime Krivonos. Alors, qui avait cette particularité, en fait, c'est que le bataillon Maxime Krivonos est constitué d'Ukrainiens qui ont l'intention, en fait, de rester ukrainiens, mais qui ont compris, hein, en fait, hein, que le meilleur moyen de rester ukrainien, c'était de se battre avec la Russie, en réalité. Puisque, en fait, le projet, hein, de l'OTAN et des mondialistes pour l'Ukraine, c'est d'en finir avec l'Ukraine. Hein, comme leur projet pour l'Europe, c'est d'en finir avec l'Europe. Le projet du régime de Bruxelles pour la France, c'est d'en finir avec la France, et donc d'en finir avec l'Ukraine. Ce que n'ont toujours pas compris les nationalistes ukrainiens et leurs sympathisants en France. Puisque, en fait, ils sont très très bêtes. Non, mais quand on les connaît, au bout d'un moment, on se rend compte. Enfin, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils ont des blocages psychologiques. Pour eux, quand on est nationaliste et de tendance racialiste, en fait, hein, on est forcément dans le camp du bien. Hein, on ne peut pas se faire manipuler. Hein, si, voilà, ça arrive à tout le monde. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, Mariupol. Donc alors, on n'a pas pu rentrer. Hein, enfin, moi, j'aurais bien aimé, découvrir, hein, le complexe industriel. Là, enfin, vous savez, l'usine Azovstal, enfin, qui a les dimensions. Enfin, c'est une ville dans la ville, en fait. Hein, mais aujourd'hui, c'est entièrement miné. Donc bon, enfin plus personne n'y rentre, hein, et sauf hein, les démineurs. Enfin bon, donc là il faut évidemment une expertise bien particulière. Enfin c'est que des militaires, hein, qui peuvent y rentrer aujourd'hui. Donc
Donc ensuite on est remonté sur Donetsk, je sais plus ce que je voulais dire, oui, enfin parce que j'avais une idée là par rapport à... J'étais parti sur un truc, mais là j'ai oublié. Bref, et puis alors ensuite il y a une partie donc de la délégation qui est rentrée chez elle en fait. Hein, Claude Janvier par exemple, lui devait impérativement revenir en France. Et il y a une autre partie qui a été envoyée à Nijni Novgorod. Alors là bon c'était plus du tout comment dire ça les enjeux. Ah oui, je reviens, excusez-moi. Là, comme j'improvise, voilà, et puis que j'ai pas mon document justement puisque je l'ai oublié chez moi, c'est un peu labyrinthique. Hein. Oui, voilà. Et donc en discutant donc avec les gars là de Maxime Kryonos, donc en fait, alors ils nous ont dit oui, voilà que pour eux estiment que effectivement Zelensky, c'est juste un oligarque mondialiste, hein, et que voilà, l'Ukraine n'appartient pas à Zelensky. Enfin, c'était dans leur tract en fait. Hein, ils nous en ont distribué que l'Ukraine appartient aux Ukrainiens. Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà entendu, et pas à Zelensky. Donc voilà. Et surtout, alors oui, par rapport à l'ingénierie sociale, alors là, j'ai découvert quelque chose, parce que bon, à un moment, en fait, voilà, chez Maxime Kryonos, enfin, dans ce bataillon, donc on a des soldats ukrainiens qui se sont battus côté ukrainien, et qui un jour ont compris que c'était une erreur. Et donc, ils ont déserté l'OTAN pour rejoindre la Russie. Et donc, on leur a demandé, c'est quoi la différence ? Et alors là c'est assez stupéfiant, mais alors un des soldats de ce bataillon nous a dit bon en fait avec l'armée russe, quelle est la différence donc entre les deux armées? Avec l'armée russe, on peut faire remonter l'information au supérieur hiérarchique pour modifier la stratégie en fonction de la tactique, en fonction des réalités du terrain. Et on est entendu. C'est-à-dire qu'il est possible de corriger en fait le tir. Donc il y a en fait une rétroaction. L'information circule de haut en bas, ce qui est normal, une chaîne de commandement hiérarchique, mais de bas en haut aussi. Alors que chez les Ukrainiens, en fait, c'est entièrement vertical. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est uniquement de haut en bas. Et en fait, même quand il est certain qu'on va mourir, eh bien, en fait, il n'y a pas de rétroaction de l'information. Rétroaction du message, il n'y a pas de correction du tir. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'armée ukrainienne envoie à la mort des soldats qui savent qu'ils vont mourir parce que il est évident, en fonction des réalités du terrain, en fonction des réalités du rapport de force, que ces soldats vont mourir. Et même quand ils se plaignent, enfin même quand ils menacent en fait, en gros comment on appelle ça là, enfin quand on conteste l'autorité, la hiérarchie. Bon, il y a un terme spécifique là dans le monde militaire, quoi, mais voilà. Même quand il y a un début de mutinerie, c'est écrasé dans le sang tout de suite. En fait, en réalité, c'est les nazis qui sont envoyés pour tirer sur les soldats mutins qui, en fait, ne veulent pas se battre, pas parce que ils sont couards ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils voient bien que le rapport de force, de toute façon, n'est pas en leur faveur. Ils sont capables de l'analyser en temps réel. Donc là, on a affaire en fait à une boucherie qui est entièrement à charge de l'armée ukrainienne et de l'OTAN. Alors que côté russe, justement, pourquoi vont-ils aussi lentement? Parce qu'ils réfléchissent. c'est juste ça en fait. C'est-à-dire qu'en gros, comme ils analysent l'information en permanence, forcément, et comme très souvent, effectivement, la situation n'est pas favorable aux soldats russes, quand la situation n'est pas favorable aux soldats russes, ils y vont pas. C'est aussi simple que ça. Donc ils attendent, et ils attendent que la situation devienne plus favorable. Et là, à ce moment-là, les soldats y vont.
Et ça, là, on est au cœur même de la cybernétique. Enfin, c'est-à-dire les principes, justement, de correction du tir, inventés par Norbert Wiener, donc le père de la cybernétique, en fait, parce qu'à l'origine, la cybernétique, c'est pour corriger les tirs, c'est pour corriger la balistique. Enfin, c'est en fait une science de la balistique, pour corriger justement les tirs d'artillerie de l'armée des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'où en fait l'intérêt prononcé de la cybernétique pour les boucles de rétroaction de l'information. C'est ce qu'on appelle le feedback. Enfin, vous avez tous entendu parler de ça. Le feedback qui peut devenir un blowback. Ça, c'est le choc en retour. Quand il y a une rétroaction négative, par exemple. Et donc, en fait, voilà. Donc, bon, l'armée russe est formée à cette méthodologie. Les Ukrainiens héritiers de l'URSS étaient formés à ça. Parce qu'en fait, c'est les Soviétiques qui avaient une grande école de cybernétique. Parce que la cybernétique, dès qu'elle apparaît, dès qu'elle devient grand public, évidemment tout le monde se l'approprie. Parce qu'en fait, c'est un avantage concurrentiel. En fait, quand vous appliquez la cybernétique, vous gagnez 50 points de QI. Tout de suite. Enfin, je veux dire, non, mais quand on se forme, il y a des méthodes comme ça. C'est comme par exemple, quand on connaît bien la psychologie, bon bah tout de suite, on devient plus intelligent que les gens qui ne connaissent pas la psychologie humaine. Bon bah la cybernétique, c'est pareil. C'est une forme de psychologie. Quand c'est appliqué dans les sociétés humaines, quand c'est appliqué à l'humain, c'est une forme de psychologie en fait. C'est une manière de traiter la psychologie en termes de boucle d'informations et de rétroaction négatives ou positives. Et voilà. Et donc, là, ce que ça prouve tout simplement, c'est que l'armée russe a 50 points de QI supplémentaires par rapport à l'armée ukrainienne. Et on se demande, mais comment se fait-il que, en fait, comme les deux armées viennent finalement de la même, c'était l'armée rouge, en période soviétique, il n'y avait aucune distinction entre donc les Russes et les Ukrainiens de ce point de vue-là. C'est que en fait il y a eu tout simplement une baisse de niveau, une chute spectaculaire du niveau post-soviétique. Et ça c'est la mauvaise influence occidentale, notamment la mauvaise influence atlantiste, c'est-à-dire qui aujourd'hui culminait, il y a encore peu de temps, dans les soldats LGBT, mais dans le wokisme appliqué aux armées. Vous voyez le problème. En fait, le problème, c'est que la question de l'efficacité ne se pose plus. Non, mais c'est le même Fabien Mandon, en fait, qui lui. Alors là, par contre, il y a 2 semaines, parlait vrai, disait la vérité quand il disait. Écoutez, il y a quand même des trucs bizarres dans nos armées, c'est que notamment, tout le pognon qu'on dépense pour fabriquer, par exemple, des sanitaires adaptés aux handicapés. Aussi apparemment il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour fabriquer des rampes qui permettent aux soldats handicapés de rentrer dans les tanks. Voilà. Et tout ça c'est sous l'influence. C'est sous influence de l'OTAN, en fait, mais alors je précise des civils de l'OTAN, parce que l'OTAN a 2 directions, une militaire et une civile. La direction civile est à Bruxelles, et la direction militaire est à Mons. Bon, c'est en Belgique aussi, mais juste à la frontière avec la France. Bon, il est bien évident que les militaires, justement, alors c'est comme Fabien Mandon, en fait, se rendent bien compte, en fait, du côté délirant du wokisme appliqué dans les armées, et surtout de la perte d'efficacité. Et c'est pour ça qu'il s'en a été exprimé il y a 2 semaines. Bon, 2 semaines plus tard, il nous dit que maintenant il va falloir envoyer nos enfants crever en Ukraine. Bon, voilà, c'est tout. Bon, les gens sont capables du meilleur et du pire. Mais effectivement, alors comme l'armée russe n'est pas contaminée par toutes ces dérives idéologiques, elle fonctionne normalement. C'est avec des gens normaux, je dirais, tout simplement, et qui cherchent à optimiser l'efficacité de leur fonctionnement. Ce qui est humain, c'est parfaitement normal. Je veux dire, quand vous vous plantez, vous ne persistez pas dans l'erreur, en principe. Vous traitez, justement, l'information rétroactive. C'est-à-dire, vous corrigez vos erreurs. Les Ukrainiens ne sont plus capables de faire ça.
Voilà, c'est pour ça qu'ils vont perdre, obligatoirement. C'est pour ça que l'OTAN perdra. Parce que l'OTAN aujourd'hui n'est plus capable en fait d'optimiser l'efficacité de son fonctionnement. Je vous parle de tout ça, vous allez me dire, mais de quoi il se mêle en fait, d'où il sort. Je vous explique juste des éléments d'autobiographie. Ma mère était militaire de carrière entre 1975 et 1995 à peu près, donc en période de guerre froide. Donc bon, moi je suis tombé là-dedans en fait quand j'étais petit, bon parce que tout simplement c'était à la maison. Donc les calendriers, c'était pas les calendriers des éboueurs, non, c'est des calendriers que ma mère ramenait du boulot, par exemple. J'ai grandi voilà dans un environnement aux couleurs de l'armée de l'air. Tout ce qui était stylo, billes, etc. C'était c'était comment dire ça, les fournitures en fait à la maison. Bon, c'était voilà, c'était tous les trucs de militaires. Donc et puis bon, puis je voyais ma mère en uniforme, voilà, quasiment tous les jours. Enfin, en fait, elle allait bosser en civil. En fait, quand elle prenait le métro, ben, c'était à Ballard, et puis donc on n'était pas très loin. Donc non, elle y allait pas en métro, elle y allait en voiture. Et elle mettait son uniforme arrivée là-bas. Parce qu'elle estimait, enfin bon, comme on était déjà dans une forme de pacifisme un peu délirant, donc elle estimait que se promener dans la rue en uniforme, c'était de la provocation. Ce qui est, bon, ça se discute, mais enfin, je veux dire, quand c'est son métier, voilà. Bref, et donc, et elle a déjà bénéficié, justement, en fait, du mouvement de féminisation des armées. Et je me souviens, enfin, quand elle a fait son pot de départ vers 95, j'y suis allé. Je dirais pas la moitié de la salle, c'était des nanas, mais pas loin. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, l'armée française est passée de 1% à 10% d'effectifs féminins. Alors, c'est plus facile dans l'armée de l'air, c'est là où était ma mère, et évidemment, puisque c'est juste les aviateurs en fait qui se battent. Le reste du personnel est au sol. Donc bon, en dehors des mécaniciens, c'est essentiellement de l'administration. Donc bon, ça, je dirais, les différences de sexe comment dire ça, ne se manifestent pas, quoi. Enfin, par contre, tout ce qui est, comment dire, effectivement, comment dire, infanterie, etc. Bon, et puis aussi donc tout ce qui est armée de mer, enfin, je veux dire, en fait, conditions de vie en porte-avions, voire pire en sous-marin. Bon, là évidemment, donc là il y a aussi comment dire ça, une physiologie masculine qui est peut-être un peu plus adaptée à supporter ce type de conditions de vie que la physiologie féminine. Mais bref, alors bon, premièrement, donc tout ça, c'est des choses effectivement. Comment dire, la question militaire, en fait, tout simplement, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et en plus la guerre froide qui était présente dans la famille, puisque le père de ma mère, donc mon grand-père maternel, était issu du bloc soviétique. Puisque en fait, il est venu en France comme soldat de l'armée rouge, mais capturé par les Allemands. Et donc à la Libération, il était à Reims, enfin il était sur la base 112, c'est-à-dire qu'elle était une base de l'armée de l'air, transformée en prison par les Allemands. Et donc il y était avec son frère en fait, parce que les deux frangins étaient bidas de l'armée rouge, capturés par les Allemands. Donc mon grand-père lui est resté à Reims, il a rencontré une femme, il lui a fait 6 enfants, dont ma mère. Par contre son frère lui est reparti, Zbigniew, donc dans sa région natale, mais les frontières avaient bougé. C'est-à-dire qu'en fait ils étaient nés en Pologne, et là ils se retrouvaient en URSS. Bon, vous me direz, les deux régimes étaient similaires, puisque la Pologne était communiste aussi. Enfin bon, bref, en tout cas, j'ai un grand-père qui est né en Pologne, mais dont la famille s'est retrouvée partiellement en URSS, comment dire, et aujourd'hui en Biélorussie, donc. Puisque après la chute de l'Union soviétique, cette région, qui était polonaise dans les années 20, est passée donc sous administration soviétique pendant toute la guerre froide, et en réalité avec le mouvement des frontières, aujourd'hui c'est en Biélorussie. Donc ma mère était surveillée évidemment par le renseignement militaire. Ben oui,
enfin je veux dire avec la moitié de ses origines chez l'ennemi, en fait bon c'est que bon les services craignaient une opération d'infiltration hein, sur 2 générations. Ce n'est pas que des films en fait. Hein. Il y a des films hein, qui ont été faits là-dessus avec Angelina Jolie, sur ce thème en fait hein, d'infiltration, d'envoyer des agents en fait qui eux-mêmes vont faire des enfants qui eux-mêmes seront les vrais infiltrés. Donc c'est une réalité. Enfin, il y avait des opérations clandestines en fait, hein, du KGB comme de la CIA, hein, pour réaliser ce type d'opération, donc d'infiltration sur 2 générations. En réalité, ma mère était très loin de tout ça. Mais enfin, bref, toujours est-il que voilà, c'est pour ça que en fait, pourquoi est-ce que je me suis approprié en fait cette thématique assez facilement. Enfin bon, voilà, il y a une préparation autobiographique qui fait que bon, en fait, pour moi, ce ne sont pas des choses étrangères. Vous voyez. Enfin, j'ai une familiarité là au sens premier du terme, puisque c'est dans la famille. C'est pas uniquement, enfin voilà, c'est pas professionnel, je veux dire au sens où j'aurais travaillé dans ce domaine-là. Enfin, c'est professionnel par ma mère, mais pour moi c'est juste une ambiance en fait dans laquelle j'ai grandi. Donc ambiance de guerre froide, hein, qui traversait la famille, enfin je veux dire qui venait s'inscrire dans la famille, puisque bon, mon grand-père parlait français avec un accent évidemment slave à couper au couteau, hein, sans les articles, etc. Et puis que bon, on avait évidemment des contacts avec la famille de l'autre côté, et que ma mère et mes oncles, ils sont allés au début des années 70. Et puis les cousins, cousines, tout ça, sont venus, eux, donc de Pologne à partir de 1975 et du RSS à partir des années 80. Voilà, donc on avait comme ça des interactions, comment dire, enfin on avait des Russes et des Polonais à la maison de temps en temps, enfin en moyenne 1 fois ou 2 par an, quoi. D'où le fait que, bon, logiquement, j'ai fait du russe en 3e langue au lycée. Enfin voilà, bon, ça paraît logique. Bon, c'est comme mes camarades de classe d'origine portugaise prenaient portugais en 3e langue. C'est évident. Enfin voilà, bon, c'est des conditionnements, je dirais, identitaires, logiques. Enfin voilà, tout ça, je vous explique là un peu les raisons pour lesquelles comment dire ça. Pour moi, enfin ces questions-là ne sont pas effectivement c'est pas une nouveauté, quoi. Enfin j'ai un peu baigné là-dedans depuis les années 70. L'an dernier, j'ai été dans les équipes là, d'observateurs internationaux des élections présidentielles en Ukraine, enfin dans ce qu'ils appellent les nouvelles régions. Les nouvelles régions, en fait, c'est donc le Donbass, la Crimée, mais aussi l'oblast de Kherson et l'oblast de Zaporozhye. C'est ce qu'ils appellent aussi la Nouvelle-Russie, quoi, en fait. Enfin, les 5 régions là qui vont donc du Donbass jusqu'à la Crimée. Et donc l'an dernier, en fait, alors il y avait les élections présidentielles en Russie. Et donc, en fait, ces régions nouvellement russes hein, avaient le droit de voter. Voilà, donc il y avait donc des observateurs internationaux, j'ai été pistonné et donc j'ai eu la chance d'en faire partie. Et alors là, c'était après Moscou, donc en fait on les était tous hein, éclatés, enfin distribués dans les diverses régions. Et donc moi on m'a envoyé donc à Melitopol, donc dans l'oblast hein, de Zaporozhye. Alors de fait, Melitopol est devenu est devenu aujourd'hui la capitale de l'oblast, hein, parce que avant la capitale de cette oblast c'était Zaporozhye. Aujourd'hui c'est devenu Melitopol, qui est d'ailleurs la ville natale de Dmitro Dontsov, le fameux intellectuel là, dont je parlais tout à l'heure. Donc là, alors l'ambiance l'an dernier était beaucoup plus finalement inquiétante là enfin pas plus inquiétante, mais finalement je veux dire, enfin parce que là à Melitopol, dans les bureaux de vote, il y avait une drôle d'ambiance, c'est-à-dire que il y avait les sacs de sable devant les fenêtres. Hein, pour se prémunir hein, contre des attaques. Et puis bon, alors des soldats dans toutes les rues, des blindés qui circulent, etc. En fait, plus qu'à Donetsk aujourd'hui. En fait, hein. Bon, ce qui prouve que effectivement le front s'éloigne de Donetsk. Mais l'an dernier, bon, à Melitopol, là, il craignait des provocations, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, donc on était
Donc on faisait les bureaux de vote en fait, hein, on passait de bureau de vote en bureau de vote, hein, on était et puis le soir, bon ben on rentrait, on a fait ça pendant 3 jours, et le soir on rentrait à l'hôtel avec évidemment des soldats en permanence pour assurer notre sécurité. Bon, enfin voilà, bah, c'est des expériences intéressantes, hein, effectivement. Et donc, et là, bon, j'ai encore comment dire, un peu augmenté en fait mon stock d'informations sur ces questions-là. Et donc, alors évidemment, donc les Russes nous demandent, bon, bah, de parler un maximum, hein, de tout ça, hein, quand on revient chez nous, hein. Bon, enfin moi dans la mesure où c'est vrai que j'en parle depuis 2014. Comment dire, tout ça n'est pas neuf pour moi. Et donc j'ai pas découvert. Je voyais, bon, là, quand je discutais avec d'autres camarades là, qui étaient, les francophones ou les autres, parfois bon, ils découvraient beaucoup plus que moi, quoi. Enfin, ils n'étaient pas forcément au parfum de tout. Enfin, ils confondaient Donetsk et Donbass. Alors que bon, enfin, c'est soit le nom, Donbass c'est le nom de la région, Donetsk c'est le nom de la ville. Enfin bon, parfois on s'en mêle les pinceaux. Mais en fait, c'est comme dans les médias de masse, en fait, hein. L'autre jour, je regardais, je sais plus quelle chaîne, je crois que c'était CNews, où en fait, bon, il y avait des commentateurs qui se plantaient, qui parlaient du Donetsk. Du Donetsk. Mais oui, mais parce qu'il... Ça fait un certain nombre d'années qu'on entend beaucoup quand même de cette région dans les... Bah ouais, mais c'est... Enfin bon, c'est faux... Enfin, personne... Enfin, je veux dire... Bon, comment dire ça, on en parle vraiment depuis 2022, en fait, hein, mais bon, avant... On en parle beaucoup. Oui. Bah, c'était Julien Drey, là, qui se plantait là, entre le nom de la région et le nom de la ville. Bon, enfin, c'est... Non mais je veux dire, bon, enfin voilà, les gens ont leurs limites, hein. Ouais. C'est vrai qu'en 2022, on n'entendait pas parler. Il y a une petite question, quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Quel est l'intérêt de l'Union européenne à nous entraîner dans une guerre qu'on ne veut pas, bien sûr, contre les Russes? Soit ça pas carré que l'Union européenne touche le Donbass, etc. On sait qu'il y a des terres rares là-bas, simplement pour cette richesse. Quel est l'intérêt? Et deuxième question, moi je croyais que le régiment Azov, il était complètement dissous depuis la première vague de l'intervention des Russes en 2014. En 2022. 2022. En fait, il survit, comment dire... Alors, en fait, il a changé de nom, hein, mais en fait, il existe encore. Enfin, bon... C'est un peu bordélique, hein, mais il avait changé de nom, c'était devenu le bataillon Kraken, et puis aujourd'hui il a encore changé de nom, j'ai oublié, mais en fait en réalité bon c'est les mêmes personnes, hein, donc de toute façon bon ça change rien. Je suis pas entré en Ukraine par la Pologne quand je suis allé en Ukraine, je suis allé en Ukraine à Kiev donc en 2016. J'étais censé, alors j'y suis allé avec mon éditeur donc de Culture et Racines, on était censé rencontrer Olena Semeniaka. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'était l'intellectuelle du régiment Azov, une jeune femme, je sais pas, à l'époque 35 ans, enfin bon, qui était doctorante à l'université de Kiev, hein, et justement qui théorisait en fait hein, le rôle du black metal en fait hein, comme un élément identitaire de la mouvance néo-païenne, tendance luciférienne. Tout ça est assumé en fait, hein. Je rapporte les sources dans le bouquin là, sur le suprémacisme blanc et un petit peu aussi là-dedans. Et donc en fait bon, on avait un contact parce qu'on avait en fait comment dire le porte-parole hein, officiel du régiment Azov en France pendant des années, c'était Pascal Lassalle. Donc il y a une émission sur Radio Courtoisie qui anime aussi Méridien Zéro. Et qui ne se cachait pas, enfin il faisait des photos avec Azov, et en fait, parce que Azov avait créé une unité, un parti politique déjà, et puis aussi une unité de guerre culturelle, réservée aux civils, et donc ils organisaient tous les 6 mois des conférences internationales avec des gens de la mouvance nationalisme blanc, suprémacisme blanc, etc. Enfin bref, donc bon, Pascal s'y est rendu, mais à l'époque on avait des relations cordiales. Il m'a fait savoir, après la sortie de la première édition du livre en 2016,
Il m'a fait savoir en 2017 qu'il valait mieux pas que je retourne en Ukraine. Parce que bon. Donc dans le meilleur des cas, j'étais refoulé à l'aéroport. Hein, voilà, bon, mais dans le pire des cas, il me laissait passer la douane et puis après on n'entendait plus jamais parler de moi. Mais enfin bon, il a eu la gentillesse de me faire savoir ça. Comme quoi on peut. Enfin, vous savez, voilà, on peut avoir des relations cordiales avec des gens avec lesquels on s'entretuerait si on était dans les tranchées. Comment dire, là-bas, quoi. Non mais voilà. Et donc en fait, ah oui, alors et donc je suis allé, donc j'ai passé une semaine à Kiev, hein, donc et j'ai notamment j'ai fait un certain nombre de photos, et notamment donc celle-là. Alors bon, ça c'est de la photo touriste en fait, hein, là je suis sur Maïdan, bon bref, mais là cette photo-là est beaucoup plus intéressante. C'est une affiche de recrutement du régiment Azov, et qui précise bien standard de l'OTAN, hein, standardi NATO. Voilà, bon, les choses sont claires, et ça c'était déjà en 2016. Donc après, bon, voilà, quand on nous dit non, mais l'OTAN n'a aucun rapport avec cette contrée lointaine, c'est juste les Russes qui attaquent, hein, qui attaquent l'Ukraine, et donc on va être obligé d'y aller. Non, je rapporte les preuves, déjà premièrement iconographiques, mais aussi je rapporte les preuves dans un chapitre, notamment le chapitre sur la révolution LGBT en Ukraine, hein, que en fait l'OTAN finance littéralement, hein, l'armée ukrainienne depuis 2014 aussi. Enfin, je rapporte tout en fait, hein, c'est une base de données, enfin voilà. Enfin, en fait, il faudrait que ce soit sur Internet pour que ce soit accessible au plus grand nombre, mais j'ai pas les compétences. Donc moi, je sais écrire des livres ou des articles, donc je fais des livres. Mais bon, enfin voilà, c'est conçu comme en fait une base de données pour contrer avec des éléments, hein, des médias de masse, les médias de masse eux-mêmes, hein, selon la logique là, hein, que je vous évoquais tout à l'heure, en fait, hein, qui consiste à faire du judo et à renvoyer la force de l'adversaire contre l'adversaire. Donc, voilà, donc donc voilà, bon, là j'ai passé effectivement une semaine. Alors j'ai découvert aussi que, en fait, hein, en réalité, le coup d'État n'avait pas commencé en novembre 2013, mais au printemps 2013, hein, et sous un autre nom. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est lancé au printemps 2013 avec les trois mêmes figures, hein, charismatiques, hein, donc le boxeur à la retraite, là, Vitaly Klitschko, qui est devenu maire de Kiev, l'homme de la banque Arseniy Yatsenyuk, hein, celui qui est surnommé Bugs Bunny, et puis donc Oleg Tiagnibok, hein, le patron donc de Svoboda, pour voilà, que les nazis puissent avoir une figure dans laquelle se reconnaître. Et en fait, les trois mêmes individus en fait, qui étaient sur la scène, hein, à la tribune de Maïdan là, pour animer, hein, le coup d'État, en fait, ont lancé des manifestations, hein, avec comme mot d'ordre faire tomber Yanukovych, hein, donc le président de l'époque, par tous les moyens possibles et imaginables. Au printemps 2013, les manifs sont organisés un petit peu partout en province, et s'arrêtent au mois d'août, et reprennent en novembre. Et là, bon, ils font converger, hein, les manifestants de province sur Kiev. Et là, ils peuvent remplir, effectivement, mettre 100 000, 200 000, 1 million de personnes dans le centre de Kiev pour faire des images et envoyer ça à l'international. Mais c'était les mêmes trois personnages là. Enfin, si vous vous souvenez là. Bon, après il y avait tous les étrangers là, John McCain, Bernard-Henri Lévy, etc. Mais les trois Ukrainiens qui sont devenus qui incarnaient, hein, le mouvement, c'était ces trois-là, quoi. Et en fait, alors quand on reconstitue leurs affiliations, bon bah Tiagnibok de Svoboda, bah là c'est les réseaux Gladio, hein, issus du fascisme et du nazisme. Là c'est directement. Yatsenyuk, Arseniy Yatsenyuk, lui c'était vraiment l'homme de Soros plutôt, hein, parce que bon c'est quelqu'un qui vient de la banque et qui avait créé sa propre fondation Open Ukraine, voilà, sur le modèle de Open Society, là ou Open Ukraine. Bon, les choses sont claires. Et puis le troisième, Vitaly Klitschko, bon lui alors figure médiatique, du MMA, hein, ou du kickboxing, je sais plus, bref, un grand sportif, hein, mais surtout formé par les Allemands. Et là, c'est reconnu, je rapporte la source, c'est dans le Spiegel, hein, en fait. Hein. Il disait que Klitschko faisait des stages à Berlin, des stages de communication pour apprendre à parler en public. Parce que bon,
Enfin, même si c'est un homme de médias, bon, enfin, c'est un sportif, donc a priori c'est pas un grand orateur, quoi. Mais il faisait des cours de communication, enfin pour apprendre à parler en public. Hein. Enfin voilà, donc. Et voilà, et donc là on voit bien qu'en réalité ce qui commence en novembre, en fait, ça n'arrive pas par hasard, quoi. Enfin, je veux dire il y avait une intention, hein, et que ça commence en réalité au printemps 2013. Et ça, quasiment personne ne le sait. Hein. Enfin, franchement, je le mentionne un petit peu. Bon, en fait, il faudrait que que je fasse une 3e édition revue et mise à jour pour augmenter la place que accordait justement à ce proto-mouvement de Maïdan, qui s'appelait déjà Vstava Ukraina, hein, donc Ukraine, soulève-toi. Alors il y a une page Wikipédia si ça vous intéresse, hein, vous tapez là, alors elle est en anglais, hein, c'est Rise Up Ukraine. Voilà, bon, tout est clair en fait. Rise up, ça veut dire, enfin voilà, enfin il faut se lever, se soulever. Et l'objectif, c'était déjà, hein, en fait, hein, d'écarter, hein, d'obtenir la destitution ou n'importe quoi. Enfin bref, d'écarter Viktor Yanukovych d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc voilà. Prendre le pouvoir, en fait, c'est ça. Oui, oui. Enfin, en fait. Dans cette zone-là, mais pourquoi pourquoi cette zone-là? C'est pour affaiblir la Russie ou pour... l'Ukraine... Pourquoi l'OTAN a voulu? Oui, parce que c'est une frontière directe, hein, sur la Russie, et bon, et puis c'est une frontière très longue. Hein, ça c'est Piotr Tolstoï, hein, vous connaissez là, le vice-président de la Douma d'État, qui disait, bon, nous en fait, hein, je vais vous récapituler le problème très simplement, il disait ça sur BFM TV, enfin il y a 2 ans, hein, il disait, voilà, bon, on peut supporter d'avoir des missiles à tête nucléaire pointés sur Moscou depuis la Pologne, parce qu'on a les moyens de les intercepter. Voilà. Par contre, des missiles à tête nucléaire pointés sur Moscou depuis la frontière ukrainienne, on n'a pas encore les moyens de les intercepter. Donc c'est non, c'est niet. Il n'y aura pas... Enfin, ils n'ont pas la technologie. Hein. Ils ont vous connaissez les missiles hypersoniques, hein, qui peuvent donc probablement intercepter des missiles tirés depuis la Pologne. D'ailleurs, enfin, j'ai un peu visité la base de Redzikovo, en fait, qui est la base militaire, d'où, en fait, c'est un ancien aérodrome de l'époque soviétique qui a été transformé en base militaire américaine. Enfin, géré directement, c'est une enclave américaine en Pologne, c'est sur la Baltique en fait. Hein, et en fait la base en fait touche directement le village. Là c'est atroce, hein, parce qu'en cas de bombardement, il y aura des morts civiles, hein, c'est sûr. Alors on se demande si c'est pas d'ailleurs une stratégie, hein, c'est-à-dire le principe des boucliers humains. Mais en fait on peut aller en bus, hein, à Redzikovo, hein, depuis je sais plus, on était où, on était à Gdansk, ou je ne me souviens plus, enfin bref, vous arrivez, voilà, vous vous promenez, et au bout d'une rue, vous avez, hein, les barbelés, et de l'autre côté des barbelés, c'est la base militaire, hein, qui abrite des tubes, enfin, comment dire ça, des silos, en fait, à tête nucléaire. En fait, les Polonais refusent de dire, oui, voilà, en fait, ce sont des tireurs polyvalents. Donc ils peuvent être équipés avec des ogives nucléaires. Donc ils le seront, hein, forcément. Donc les Russes considèrent par défaut que, en fait, si ce sont des tireurs polyvalents, hein, qui peuvent être équipés avec des ogives nucléaires, ils le seront, donc par défaut, ils estiment qu'ils le sont. Point. Voilà. Et donc, en fait, il est sûr et certain que vous avez déjà, en fait, le protocole, hein, pour bombarder cette base de Redzikovo. Ça fera des morts civiles. Tout le monde le sait, hein, à l'OTAN et à la CIA, hein, puisque de fait, le village est au contact direct de la base. Je vous dis, hein, c'est au bout de la rue que vous avez les barbelés. C'est un truc de dingue, en fait, hein, quand on y pense. Hein, c'est fait exprès, c'est évident, parce que ça permettra de dire, regardez, les cruels Russes bombardent un village. Bon, voilà. Et donc, mais apparemment, voilà, bon, enfin, mais vous savez, enfin, je veux dire, il y a que 600 km entre Moscou et Kharkov, enfin, et la frontière ukrainienne. En fait, l'Ukraine du Nord est plus proche que le Donbass, par exemple, en fait. Hein. C'est 600 km, c'est rien pour nous, même pour les Français, en fait, on les fait rapidement. Donc, bon, des missiles tirés depuis la frontière ukrainienne sur Moscou, là, apparemment, les Russes n'ont pas les moyens de les intercepter. Donc, c'est pour ça, c'est que ça, en fait. Hein, c'est une question de sécurité élémentaire. Hein. Oui, bien sûr.
Il y a le documentaire aussi de Anne-Laure Bonnel, là, Oui. qui est Donbass. Moi, j'avais vu qu'il y a quelques années sur YouTube, hein, et c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué de comprendre tous les enjeux et tout ça géopolitique, mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était l'OTAN qui foutait le bordel, en gros, qui changeait plus ou moins leur spécialité, c'est de changer les frontières de place pour que des gens qui avant cohabitaient s'entretuent. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Oui, mais je pense qu'il y a un projet politique, hein, avant d'être économique, hein, parce qu'on parlait des terres rares, etc. En fait, bon, le business is business, hein, on peut faire du business avec tout le monde, hein, donc je pense que c'est pas ça, en fait. Non, je pense, par contre, en réalité, on voit bien que les limites de l'OTAN, c'est les limites du LGBT. Pour moi, c'est clair et net. Hein. On regarde un peu une carte. Non, mais tu regardes un plan, enfin une carte géographique, c'est clair et net. C'est rose à partir d'un certain. C'est arc-en-ciel. Par satellite. Ouais. La première fois que je suis allé en Russie, c'était donc en 2023. Donc, alors là, bon, je suis passé par une agence de tourisme. Hein. C'est encore possible en fait. Hein. Donc, j'ai passé une semaine à Moscou, une semaine à Saint-Pétersbourg, avec un prologue à Belgrade. Je passais voir des amis à Belgrade, donc en Serbie. Alors là, c'est fabuleux, parce que là, on a encore les vestiges, en fait, hein, de cette ville qui a été, elle aussi, bombardée, là, directement par l'OTAN. Donc il y a alors les ruines sont muséifiées. Là, bon, à Belgrade, en fait, ils vont faire la même chose à Donetsk, hein, à Gorlovka, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, effectivement, en fait, à muséifier certaines ruines. En fait, pour dire, rappelez-vous, hein, tel jour, telle année, on a été bombardé par eux, etc. Bon, voilà. Et donc on a ça à Belgrade en fait. Hein. Donc il y a l'ancien siège de la télévision nationale qui avait été bombardé. Ils n'ont pas reconstruit le bâtiment, il est toujours à l'état de ruine. Enfin voilà, il y a des choses comme ça où du ministère des Affaires. Ouais, voilà. Et donc, alors voilà, donc j'étais passé par Belgrade parce que j'étais curieux de voir. Alors, à Belgrade, ce qui est amusant, c'est qu'il y a plein de graffitis partout. Hein. Sauf que les graffitis, c'est pas nique ta mère, hein, c'est fuck NATO. Non mais c'est incroyable. Et donc ensuite alors donc on était à Moscou pendant une semaine, ensuite Saint-Pétersbourg pendant une semaine et on est revenu par Helsinki. En fait, donc par la Finlande. Et là, on voit tout de suite la différence. Hein. En fait, bon, déjà, il y a le No Man's Land, là, enfin, bref, et puis surtout, on passe d'une zone normale, en fait, à la zone LGBT. Et là, Helsinki est recouverte, littéralement, de drapeaux LGBT. C'est pire qu'en France. Hein. Enfin, je veux dire, ça ressemble, en fait, au quartier européen de Bruxelles, hein, où vous avez, c'est peint sur le sol, etc., voilà, et partout. Helsinki, c'est ça. Et puis ensuite, on a été à Tallinn, donc on a pris le bateau. Il y a un ferry, une petite croisière entre Helsinki et puis Tallinn, qui est la capitale donc de l'Estonie. On a fait ça l'aller-retour dans la journée. Et bon, là aussi, c'est pareil en fait. Alors à Tallinn, c'est un peu moins visible, mais Helsinki, c'est effrayant. Enfin, et là, on voit bien que la différence, c'est entre finalement, je dirais en fait les pays qui ne sont pas touchés par le wokisme, au sens général du terme, et les pays qui le sont, en fait. De la même manière, en fait, le rapport à l'islam est différent. Par exemple, à Helsinki, les femmes voilées avec des enfants sont partout. À Helsinki, hein, je veux dire, non, mais on n'est pas en France pour des raisons coloniales, historiques. Voilà, on a eu des liens avec les populations musulmanes. Ça fait bizarre à Helsinki, enfin, je veux dire en Finlande, quoi. En Russie, il y a aussi effectivement des femmes voilées, mais beaucoup moins qu'à Paris, bizarrement. Alors que bon, il y a une grosse population musulmane. Hein, mais bon, c'est en fait là, il y a comment dire ça. Je sais pas, enfin ça fait pas du tout le même effet quoi en fait. Puis de temps en temps on tombe sur une mosquée ou sur un symbole islamique. Hein. Mais je veux dire bon, voilà, il y a la relation en fait, les relations entre les composantes ethniques, enfin multi-ethniques en fait en Russie sont complètement différentes. Hein. Alors et aussi là j'ai voyagé en fait, je suis passé par Tachkent, c'était l'Ouzbékistan à l'aller. Donc là, on est qui est une ancienne capitale, capitale d'un pays d'Union soviétique, hein, puisque l'Ouzbékistan était en URSS. C'est là aussi, en fait, on voit en fait ce que peut être finalement une population musulmane. Hein, enfin, les Ouzbeks sont musulmans, mais sans les frères musulmans, enfin, sans les magouilles, en fait.
ça se développe normalement. Enfin, en fait, l'Ouzbékistan en plus est laïque, mais laïque. Enfin, je dirais pas comme Erdogan, enfin qui est à moitié laïque en fait, qui est plutôt même plutôt islamique. Mais enfin, je sais pas. Enfin, on voit en fait il y a vraiment encore il y a des mondes vraiment complètement différents, et ça c'est lié à l'état profond, comment il gère. Aujourd'hui la doctrine de l'état profond en Occident, c'est le wokisme. T'as un mélange de racisme anti-blanc, d'islamisme, de féminisme, de LGBT, qui tiennent pas ensemble en réalité. Enfin, je veux dire ça, c'est. Mais en fait, à chaque fois, c'est dans la version la plus stupide qu'il est possible d'imaginer. Hein, on est dans le. Et en fait, quand précisément, donc par exemple, les identités ou les minorités ne sont pas militarisées, ne sont pas utilisées à des fins, on pourrait dire d'ingénierie sociale négative, pour se semer la pagaille, il suffit de voir comment ça se passe en Russie. Je ne vais pas dire que tout est beau, magnifique, harmonieux, etc. Mais enfin, je veux dire, en fait, c'est autre chose, c'est une autre ambiance. Enfin, c'est moins agressif en tout cas. Il y a un multiculturalisme non agressif en Russie, c'est ce que je veux dire. Ils cohabitent. C'est beaucoup plus facilement, mais parce que c'est les structures économiques sont intégrées aussi. Et puis bon, en fait, dès que, de toute façon, des islamistes commencent à comploter, ils se font tout de suite repérer. Alors de temps en temps, en 2023 justement, il y a eu encore un attentat à Moscou là. Évidemment, ça arrive encore, mais bon, je veux dire là, par exemple, Ramzan Kadyrov est officier du FSB. Donc ils sont capables en Russie d'accorder ce genre de titre en fait à des musulmans. Mais parce que Kadyrov est russe, avant tout, en fait. Avant d'être tchétchène. C'est une question de priorité. Donc en fait, il est d'abord russe, ensuite tchétchène, donc essentiellement musulman. Enfin, c'est majoritaire, c'est la religion majoritaire. Mais bon, il est parfaitement capable de faire la part des choses et de reconnaître ce qui doit l'emporter sur le plan identitaire. J'ai l'impression que c'est un pays avec une identité, une fierté forte, et du coup, il y a moins de problèmes avec les minorités dès lors qu'ils s'affirment avec un peu plus de... Oui, bien sûr, oui. Puis bon, dans les magasins, là, en 2023, à côté de l'hôtel, vous rentrez dans le magasin, à la caisse, c'est une asiatique. Ensuite, il y avait un marchand de kebab, donc un tchétchène, de toute évidence. Et puis bon, donc ça cohabite quoi en fait. Et tout le monde parle russe. Ça déjà, premièrement. Là c'est en train de, même en France, là, maintenant il y a des quartiers où ça ne parle plus français.